Bonjour, donc merci de participer à cette table ronde sur un sujet un petit peu technique, mais qui finalement englobe très bien les thématiques qui sont présentes ici sur le salon Made in Tech. Et je remercie les intervenants aujourd'hui qui ne vont pas tarder à se présenter, de participer à cette table ronde qui consiste à relever le grand défi des infrastructures technologiques transversales dans les écosystèmes d'innovation chirurgicale, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'aborder la problématique chirurgicale spécifiquement. Alors je vais vous laisser vous présenter tout d'abord un par un, et puis après on rentrera dans le cœur du sujet. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Julien Ettersperger, je suis le délégué général du pôle de compétitivité dédié à l'innovation santé du territoire Île-de-France, qui s'appelle Médicine Paris Région. Donc quelques mots sur ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc en fait, on est une association qui fédère plus de 450 membres, 450 acteurs de l'innovation santé, que ce soit des centres de soins, académiques, centres de recherche, des TPME, des grands groupes et des ETI, afin de catalyser l'innovation et d'accompagner tous les développements de projets et d'entreprises du territoire. Et donc je passe la parole. Oui, bonjour et merci aussi de l'invitation. Moi je suis Christian Vestergaard. Je suis chercheur au CNRS, à l'Institut Pasteur et à l'INRIA. Donc, je suis dans un labo focalisé sur la biologie computationnelle et l'IA en médecine. Donc, nous, on se focalise sur la modélisation de neurosciences, développement de modèles statistiques, d'analyse d'images médicales et de l'aide à décision aux chirurgiens, en chirurgie. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité. Franck Mouton, je suis le directeur exécutif de l'agence de recherche en santé qui a pour mission d'induire des grands programmes nationaux de recherche dans le domaine biologie santé. Bonjour, Paul Rinaudo, je suis le CEO et le fondateur d'Adeline Science. On est une jeune start-up créée il y a 4 ans avec une particularité, c'est qu'on est une société à mission. Et notre mission, c'est de contribuer activement à la valorisation scientifique et économique des acteurs publics de la santé. Et on le fait d'une façon un peu innovante. On développe une plateforme digitale qui facilite la collaboration, la structuration et le partage des données. Tout ça sans jamais déplacer les données, sécurisant ainsi les flux. Et je pense qu'on pourrait y revenir plus en détail dans la table ronde. Très bien, merci. Et donc je suis moi-même chirurgien orthopédiste, hospitalo-universitaire au CHU de Nice et directeur d'une unité INSERM qui travaille sur la chirurgie computationnelle, celle qui va des données jusqu'au jumeau numérique, et la chirurgie augmentée, celle qui va du jumeau numérique et de la planification préopératoire vers le bloc opératoire et évidemment le suivi clinique des patients qui ont bénéficié de cette technologie. Alors, pour commencer, on a entendu il y a quelques temps, au mois de février, une annonce du président Emmanuel Macron à l'IA Summit en février sur les 109 milliards d'euros, excusez-moi, qui constitue réellement donc une manne financière. Donc, on souhaiterait évidemment tous bénéficier. Et la question, c'est finalement, comme vous l'avez ressenti lors de la présentation des différents intervenants, il y a un fil rouge qui nous conduit de ceux qui ont des besoins au jour le jour dans leur laboratoire ou dans les services, qui veulent y répondre via des solutions numériques et technologiques, et puis des écosystèmes qui servent à la fois à structurer les données qui sortent des hôpitaux, mais aussi à pouvoir faire travailler ensemble les différents acteurs et partenaires dans des projets et des consortiums multipartenaires qui vont à la fois des soignants vers les chercheurs, vers les industriels. Et donc, on a besoin aujourd'hui de pouvoir comprendre comment on structure tout cela. Et évidemment, il semblait logique de commencer cette table ronde en partant du besoin. Et donc, qui a des besoins en termes de données? Eh bien, ce sont les chercheurs et les cliniciens que je représente là aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Christian pour exprimer aujourd'hui, dans ta pratique, finalement, on fait des pas avec la collecte des données, l'industrialisation de ces données qui représente vraiment le pétrole en fait, de notre activité. À quel niveau tu penses que nous sommes structurés et quels sont encore un petit peu les manques et les besoins dont tu ressens au sein de ton activité de chercheur? Ok, merci pour la question. Je vais commencer par présenter un peu ce que nous utilisons au jour le jour. Donc en fait, on a un cluster et un espace de données à l'Institut Pasteur, donc ce que s'appelle un cluster de taille moyenne, mais plutôt gros cluster de taille moyenne. Donc c'est de ça qu'on s'en sert pour faire tous les développements du jour au jour.
Et après, au déploiement, quand on a besoin de plus de puissance de calcul, aussi attendre d'autres bases de données, par exemple, on va comment ça s'appelle, bouger sur les plateformes nationales comme le supercalculateur Jean Zay, mais qui, du coup, pour l'instant, n'est pas trop accessible pour les données santé. En fait, ce qui est le moteur de recherche en santé et IA, c'est les données et la puissance des calculs. Donc il y a une problématique de qualité de données. Est-ce que donc tu utilises des scanners, tu utilises quel type d'imagerie, puisqu'on parle de chirurgie, donc là, on imagine que la chirurgie, que les scanners et l'imagerie morphologique sont des données d'entrée qui sont importantes. Oui, il y a surtout un souci de qualité, mais aussi pour avoir le ground truth en fait. Donc en fait, on ne parle pas seulement d'accès aux données, mais c'est aussi vraiment l'accès avec experts dont on a besoin pour pouvoir vérifier en fait les modèles, qui est d'autant aussi important que les données elles-mêmes, quoi. Et qui coûte aussi très cher en termes de temps. Mais justement, dans cette recherche-là, il y a besoin d'avoir ces données sont accessibles via des datasets. Est-ce qu'en France, on a ce qu'il faut en termes de ressources? Où est-ce que tu te procures ces données-là? Est-ce que le process pour se procurer ces données est simple auprès des établissements de santé? Je pense que des lourdeurs administratives qui pourraient être améliorées. Et après, il est toujours difficile de ne pas aussi tomber dans l'autre camp, parce qu'on a besoin de protéger ces données-là. Mais évidemment, ça peut nous causer des retards, en fait, quand on a besoin de passer par le CNIL avant. D'accord. Aujourd'hui, clairement, le bloc opératoire, donc quand je fais une opération chirurgicale, on a un compte rendu opératoire qui fait l'équivalent d'une feuille A4. Et dans cette feuille A4, on n'a quasiment aucune information sur ce qui s'est réellement passé pendant cette intervention. On a pour objectif de vouloir faire parler ces blocs opératoires qui sont aujourd'hui vraiment une zone très opaque dans notre pratique et qui finalement devraient bénéficier de différents capteurs qui peuvent obtenir et qui permettent d'obtenir des signaux qui sont hétérogènes et qui permettent de pouvoir reconstituer des modèles. Et donc on va rassembler pour pouvoir faire parler ensemble ces différentes données, les réconcilier et pouvoir créer un modèle, un bloc opératoire augmenté, c'est-à-dire comme dans une boîte noire d'un avion, évidemment pouvoir obtenir ce qui s'est réellement passé pendant une intervention et pas seulement ce qu'on peut récupérer sur une feuille A4. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la collecte de ces données, sur la façon de les rendre interopérables, et on a eu l'impression qu'avec la démarche d'entrepôt de données de santé, et peut-être là-dessus, Paul, tu peux donner ton avis, on a essayé de faire un pas en avant. Où est-ce qu'on en est de la structuration des entrepôts de données de santé, et est-ce que finalement on s'arrête là, ou est-ce qu'il y a une vie après l'entrepôt de données de santé pour la donnée? C'est une super bonne question, et effectivement la partie EDS a été un vrai changement de paradigme aujourd'hui dans l'écosystème français. C'était nécessaire, mais on voit aujourd'hui que lorsqu'on regarde l'approche par des cas d'usage, donc comme tu le disais par exemple dans le bloc, l'EDS vient répondre en partie aux problématiques, mais pas à tout. Et je vais prendre un peu l'image des poupées russes. La plus petite poupée, aujourd'hui la maille la plus fine auquel répond les différents cas d'usage, c'est au niveau du bloc. C'est-à-dire que toutes les données qui y sont générées sont fondamentales pour pouvoir demain améliorer la façon dont le bloc est géré. Ensuite, la deuxième poupée russe, c'est au niveau de l'hôpital. Parce que les données du bloc, elles sont agrégées, elles sont connectées avec d'autres types de données qui sont autour du patient. Et là, l'EDS, effectivement, a une brique importante de cette capacité à connecter. Mais on voit que dans un hôpital, il y a des sources de données qui sont extrêmement variées. Et tout n'a pas vocation à aller dans l'EDS. Donc comment on crée aussi une architecture, une infrastructure dans l'hôpital qui va permettre de connecter l'ensemble de ces données pour répondre aux cas d'usage. Et la troisième poupée, c'est l'écosystème. Parce que, in fine, pour améliorer ce qui se passe dans le bloc opératoire, pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital, c'est l'ensemble des données qui sont générées qui sont nécessaires. Et ce sont exactement les mêmes données qui sont nécessaires pour les acteurs de l'écosystème. Donc comment on crée une infrastructure qui va rendre accessibles ces données avec toutes les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, de la CNIL, du RGPD, etc. Mais aussi par rapport à la perception d'appartenance des données. C'est des réels investissements. Développer un EDS, ça coûte beaucoup d'argent. Créer cette infrastructure coûte beaucoup d'argent. Donc comment on arrive à, tout en structurant les données, les rendre accessibles à l'écosystème. Et le quatrième challenge, c'est comment on arrive à fédérer les données qui émanent d'un ensemble d'hôpitaux. Parce que si on repart du cas d'usage, on voit que transformer le bloc opératoire, ça va être
dans les modes de fonctionnement, pour une meilleure compréhension du patient, mais c'est aussi apporter de nouvelles solutions dans le bloc opératoire. Et là, je vais mettre le buzzword, l'IA, évidemment. Comment on intègre les solutions d'IA, comment on entraîne des modèles d'IA grâce à ces données-là. Et ça passe par la massification des données qu'il y a entre les centres. Donc pour moi, si j'avais un rêve d'infrastructure qui permettrait d'exploiter toutes ces données, c'est comment on arrive à fédérer l'ensemble de l'écosystème avec une infrastructure qui va la maille la plus fine, qui est le bloc, jusqu'à la capacité de le partager avec l'ensemble de l'écosystème. Très bien. Donc, pour résumer, en fait, on va se retrouver donc avec des données qui parfois sont éditées par des logiciels métiers dans certains services qui disent la même chose, mais qu'il va falloir rendre interopérables, c'est-à-dire leur faire dire la même chose, et comme si on faisait parler en fait des personnes des langues différentes et qu'on voulait traduire ce qu'elles disaient. Ces données-là, on va les collecter de façon industrielle, on va les rassembler au sein, c'est tout le travail de l'entrepôt de données de santé. Pour revenir un petit peu sur l'entrepôt de données de santé, c'est pas un disque dur. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de données dans un entrepôt de données de santé, quasiment. C'est-à-dire c'est une solution informatique qui va permettre de collecter et surtout de réconcilier des données qui veulent dire la même chose, mais qui ne sont pas éditées dans la même langue. Et une fois qu'on a ça, on peut finalement collecter de manière très globale, au sein de plusieurs institutions, au sein de plusieurs services, des données pour les rassembler dans le cadre d'un projet. La question après, donc, comme tu le disais, c'est comment finalement on arrive à les faire sortir de l'hôpital. Alors l'intérêt des données d'imagerie, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un format qui s'appelle le format OMOP, et le format DICOM, et ce format DICOM est un format qui est assez universel. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres données, par exemple. Absolument. L'imagerie, c'est des données qui sont assez connues, où il y a des référentiels qui ont été créés. Ce n'est pas le cas, par exemple, des données omiques, les données de génomique, de transcriptomique, épigénétique, etc. Où là, la capacité à structurer ces données de façon systémique pour l'ensemble des acteurs est extrêmement compliquée. Une des raisons, c'est que les résultats, les données que l'on extrait de ces analyses dépendent beaucoup du contexte scientifique dans lequel elles ont été générées. Donc ne pas avoir l'environnement, le protocole, les personnes qui ont développé ces protocoles à côté de ces données complexifie leur agrégation. Donc ça revient à l'enjeu de dire comment on crée un environnement dans lequel les données restent là où elles sont générées, puissent être intégrées avec d'autres types de données qui seraient potentiellement dans des EDS, et on crée des données longitudinales avec un ensemble d'acteurs. Donc on voit la clinique, mais on peut voir aussi la recherche. Ah, merci. Et donc, je reviens peut-être, Franck, sur cette partie-là, à un niveau plus général, à un niveau national aussi. Est-ce que ce type de besoin est systémique? Est-ce qu'il faut qu'il soit traité au niveau local? Ou est-ce qu'on a réellement une ambition d'avoir une approche qui soit au moins nationale, voire peut-être européenne, sur à la fois la collecte de ces données, mais aussi la mutualisation, le partage entre les différents acteurs? Pour l'instant, on est entre établissements de soins et j'ai envie de dire laboratoire de recherche. On n'est pas encore allé à l'industrie. D'abord, dire que ce domaine de la médecine interventionnelle et de la chirurgie est un domaine qui est extrêmement foisonnant en matière de recherche et qui se veut immédiatement international. L'enjeu, il n'est pas régional, il n'est pas national, il est immédiatement au moins à l'échelle européenne. Donc ça, c'est évidemment qu'il faut tout de suite se propulser dans la construction, on va dire, by design, de ce que vous générez en termes d'informations sur l'étape d'après qui est la collaboration européenne. On en a besoin, enfin en tout cas en tant qu'opérateur national de recherche, on a absolument besoin que l'échelle européenne soit compatible. D'ailleurs on le voit, les grands programmes qui fonctionnent le plus actuellement ont la dimension européenne. Donc ça c'est un premier point où la dimension elle est absolument pas régionale, nationale. En revanche, là où moi je trouve qu'il y a cette particularité dans ce domaine précis de la médecine interventionnelle et de la chirurgie, c'est que souvent ce sont les acteurs locaux qui initient des démarches sur des innovations, sur le préopératoire, périopératoire, post-opératoire, suivi de long terme, etc. Et qu'on voit que toute cette chaîne-là, elle a besoin d'être coordonnée complètement. Et ces initiatives locales, comment faire pour qu'elles se déclinent ensuite dans des politiques publiques nationales ou européennes? Ça va être tout l'enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que, pour moi, la dimension de collecte de données, la dimension d'utilisation des données, la dimension de qualification, et on l'a vu juste avant nous, et il y avait le président de la HAS qui était là, donc on voit bien l'enjeu aussi, d'un point de vue, et tu le mentionnais sur la partie écosystème,
C'est comment ces données, comment donner la confiance pour que l'évaluateur, le régulateur et le payeur s'en saisissent pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques qui vont utiliser ces différentes dimensions. On y reviendra, j'imagine, en tout cas sur les modèles, mais en tout cas, à ce stade-là, on voit bien qu'on est entre la recherche et les politiques publiques et qu'on a du mal à faire complètement le pont. Et évidemment, la donnée sera la planche de salut pour pouvoir y parvenir, quoi. Tout à fait. Et donc à un niveau, puisqu'on parle d'écosystème, on a un pôle de compétitivité Medicen qui est présent ici. On en est où là aujourd'hui, dans la région Île-de-France, sur cette structuration? Et donc quels sont peut-être pour l'instant les travers ou au moins les faiblesses avant d'aborder peut-être les solutions? Non, mais tout à fait. C'est important de créer effectivement au niveau local et après pour permettre le déploiement des modèles qui soient soutenables et durables. Et c'est vrai que, et Franck l'a très bien dit, porter ces innovations, ça nécessite une collaboration entre des acteurs du monde public et privé et surtout de créer de la confiance entre tous ces acteurs pour justement développer toutes ces innovations jusqu'aux patients. Et c'est vrai que c'est le sens un peu de notre écosystème, de rassembler tous les maillons de la chaîne pour justement être le mieux à même d'accélérer, de développer ces solutions. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi sur le territoire, il y en a d'autres au niveau national en tant que tel, mais d'avoir un tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique autour du bloc opératoire qui s'appelle le campus BOPEX, qui permet justement d'être un lieu où il y a des jumeaux de blocs. En fait, on reconstitue ces conditions qui permettent justement d'expérimenter en réel, si je veux le dire, même s'il n'y a pas de patient pour un chirurgien, ce qui est un petit peu étrange, mais en tout cas de recréer des mêmes conditions qu'au bloc réel pour justement que ces innovations elles puissent se développer, grandir. Et ça recrée aussi tous les sujets, notamment autour des données de santé, sur tout ce qui est interopérabilité. Et c'est là où on se rend compte en fait que on a pas mal de nouveaux équipements qui arrivent au bloc. Et en fait, ils ne se parlent pas forcément entre eux et chacun génère de plus en plus de données. Et si je prends, moi, j'aime bien prendre la métaphore du téléphone. Quand on est passé avec l'USB-C. En fait, à la fin, tous les équipements, tous les téléphones, dans ma métaphore, vous l'aurez compris, avaient chacun un système de connectique différent qui ne se parlait pas entre eux. L'USB-C, dans cette réglementation, elle a permis justement de fédérer toutes choses. Donc l'interopérabilité permet de réduire les coûts et d'accélérer les délais, bien évidemment, de développement. Ça permet aussi la sécurité et la conformité de... Tu as parlé du standard pour l'imagerie, c'est vrai que c'est important. En termes de souveraineté, de se dire qu'on a tous les mêmes données et qu'on est tous capables de les lire et que ces données, en fait, elles vous appartiennent aux patients et que demain, c'est sur celles-ci qu'on pourra travailler. Et puis, ça permet une meilleure personnalisation des soins. Je pense que ça, c'est un point important pour rendre l'écosystème durable en tant que tel. Et je veux aussi parler, pour justement le développement, du financement de l'innovation et de l'achat innovant. Parce que nous, on aime bien mettre les deux sur le même niveau. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des plans d'innovation. Et je parle sous le contrôle de Franck, qui représente un peu plus encore ce côté institutionnel. Mais on a eu un plan France 2030 extrêmement ambitieux avec 7 milliards, qui a financé des structurations d'EDS, finalement, et c'était vraiment le sujet. Mais on reste toujours un petit peu sur les parents pauvres derrière de l'achat innovant. Et c'est vrai que moi aussi, je vais parler d'IA, parce que sinon, ce serait bizarre dans une table ronde de ne pas parler d'intelligence artificielle. On en a un petit peu parlé, mais... C'est quoi une bonne donnée en fait? Finalement, on parle beaucoup de l'IA générative qui génère toute une donnée, on parle d'hallucination, etc. Je ne suis pas sûr qu'on a envie d'utiliser des algorithmes au bloc opératoire qui hallucinent ou qui prennent le moins de risques. Donc avoir une qualité de très haut niveau, bien codifiée, etc., c'est critique et c'est le point de départ de toute intelligence artificielle. Il faut quand même se le dire, parce que des fois dans la presse, on a tendance à pas forcément avoir ces deux verticales. Et c'est vrai qu'il y a une mise de départ qui est complexe pour les entrepôts de données de santé, parce que finalement, c'est un coût en plus. C'est pour les établissements de santé, et on connaît aujourd'hui l'état de nos différents établissements de santé, c'est des investissements pour structurer les données et les faire parler. Et c'est vrai que... Alors, on a parlé de bloc opératoire, de boîte noire au bloc opératoire. Moi, j'aime pas trop le terme boîte noire, ça fait un peu accident d'avion, on n'en parle que quand il y a des drames, donc c'est pas forcément un truc. Je préfère le tableau de bord. Finalement, on est plutôt, je prends la métaphore du pilote dans un avion, c'est mieux que juste boîte noire marquée, en disant voilà, on pilote ce qui se passe au bloc avec un tableau de contrôle où tous les équipements et toutes les données sont pluguées, qui permet en fait d'améliorer l'efficacité du soin et surtout de mieux guider le praticien hospitalier. Et donc ça, pour moi, ça se fait vraiment du passage à l'échelle. Et pour finir, parce que je vois que le temps est compté, l'achat innovant,
vraiment un point clé, d'avoir des dispositifs qui fait que c'est bien que nos systèmes publics soutiennent les innovations, les développent, que les praticiens les expérimentent dans des essais cliniques ou en tout cas dans des développements en France. Mais c'est bien aussi de donner le moyen à nos établissements de santé afin que, et à vous-même d'ailleurs par la suite, que vous puissiez les utiliser en pratique courante. Voilà, Alors on reviendra un petit peu sur les problématiques d'achat de payeurs, ce qu'évoquait aussi Franck Mouton tout à l'heure. Mais juste donc, on est parti du besoin du soignant. On a dit ce besoin de soignant au service du patient, évidemment, peut être réglé via une solution, un modèle numérique, une solution qui entraîne des algorithmes qui sont générés à partir de l'IA. Alors, j'ai compris sur les entrepôts de données de santé, on collecte de manière qualitative les données, on les rassemble et tout le monde parle le même langage, très bien. L'étape d'après, ça va être le partage. Donc Paul tout à l'heure l'a évoqué, avec cette possibilité de mettre ensemble au travers de plateformes avec une certification HDS, c'est-à-dire d'hébergeurs de données de santé, ces différentes données qui ont été mises en qualité au préalable et les partager auprès des partenaires. Et puis, alors avant d'avoir le modèle d'IA, il me semble qu'il y a la question des clusters et des calculateurs. Et donc, peut-être pour nous décrire un peu plus ce que c'est qu'un supercalculateur, puisqu'on entend parler, j'ai l'impression qu'on se paye un petit peu le mot de temps en temps. Est-ce que, Christian, tu peux nous apporter quelques précisions sur ce dont il s'agit avant d'arriver et quel est son rôle dans l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle? D'accord. Oui, je vais faire très court. Ouais. Et du coup, oui, c'est un cluster. On parle d'un cluster parce que c'est une collection en fait, de processeurs plutôt des milliers, des dizaines de milliers, et en fait un hébergement de données. Et du coup, ça permet d'entraîner en fait, les modèles avec des millions, de milliards et plus de paramètres sur ces données-là. Donc il faut en fait beaucoup de calculs. Il faut des sites propres avec beaucoup d'électricité. Donc c'est un vrai enjeu stratégique en fait aussi. Et à l'Institut Pasteur, vous avez ce type d'infrastructure? Donc nous, on a ce qu'on appellera une infrastructure de taille moyenne, en fait, cluster, plutôt moyenne-gros. Donc on a 15 000 CPU et des centaines de cartes GPU. Donc cartes GPU, c'est avec des milliers d'unités de processing dessus aussi. D'accord. Alors, évidemment, aujourd'hui, moi, dans ma pratique, je n'ai pas toujours le Wi-Fi au bloc opératoire. Donc je me dis que les supercalculateurs, ça risque d'être compliqué de les avoir chez moi. Comment on pourrait finalement trouver un modèle qui puisse permettre que ces algorithmes, à défaut d'être entraînés déjà sur place évidemment, puissent au moins tourner dans les systèmes, dans les établissements de santé. On parle des CHU, mais il n'y a pas que les CHU, il y a un vrai problème derrière d'accès aux soins. Et donc les établissements de santé, les CH en périphérique ou les cliniques devraient aussi pouvoir bénéficier de ce type de structure. Donc quelle est la solution qu'on peut apporter à ces problématiques de faire l'entraînement et puis finalement ce qui va servir en pratique au jour le jour sans avoir embarqué un Jean-Zay dans chaque hôpital? Christian et ensuite peut-être Paul. Donc juste, il faut savoir que l'entraînement et après le déploiement de modèle n'est pas le même. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire tourner le modèle une fois entraîné. Mais on parle beaucoup aussi maintenant d'IA frugale. Et je pense que c'est un point très très important. Et encore, donc c'est-à-dire de l'IA qui a moins besoin et des données et des puissances de calcul. Et il y a aussi un enjeu stratégique encore, parce que vu que maintenant, peut-être dans le futur, on ne sait pas ce qui va se passer avec les US, est-ce qu'on peut utiliser leurs infrastructures. Donc ce sera aussi important en fait, d'avoir des modèles qui tournent vraiment local, et aussi pour des questions de sécurité comme cyberattaque par exemple, il faut que ça se tourne encore. Oui, alors Paul, justement, j'ai entendu dire que les rayons étaient vides côté GPU, donc est-ce que tu as une solution par rapport à ça? Et l'autre côté, c'est finalement, on parle beaucoup du cloud versus le on-premise, d'ailleurs sur place. Du côté cyber, qu'est-ce qui vaut mieux? Voilà, vers quel modèle il faudrait tendre pour optimiser les choses? Alors, je vais retourner ta question. En fait, pour moi, ce n'est pas une question de quelle puissance de calcul, ça dépend du cas d'usage. C'est suivant le cas d'usage où on va se poser la question, il faut qu'on définisse quel est le bon environnement de calcul que l'on doit avoir. Et il doit être protéiforme. Et on doit être capable, en tant que partenaire industriel, partenaire de l'État, les grands financeurs, de fournir des alternatives
au CHU, au centre de recherche, qui vont leur permettre de déployer les bonnes solutions, les bons cas d'usage sur les bonnes infrastructures. Alors, je ne viens pas du monde de la santé, désolé, je viens d'autres secteurs, je viens de l'énergie. Et j'aime beaucoup faire le lien entre l'énergie il y a une vingtaine d'années et la santé aujourd'hui. En santé, on est un peu au monde du nucléaire. On massifie les ressources, on centralise beaucoup les données, on veut faire des énormes puissances de calcul, un peu comme quand on a construit le nucléaire. 20 ans après, on voit que le nucléaire est indispensable. C'est notre autonomie énergétique, mais on a vu se développer le renouvelable. Le renouvelable qui est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus proche des zones d'utilisation de l'énergie. Et bien pour les données, c'est pareil. Il faut garder ces grands environnements de centralisation pour certaines typologies de données, mais il y en a d'autres qui doivent être beaucoup plus locales. Et la puissance de calcul, c'est pareil. Donc il faut trouver le bon équilibre en lien avec les grands investissements, les 109 milliards que tu as dit tout à l'heure, pour avoir ce nucléaire, mais en même temps, donner des ressources au CHU, aux instituts de recherche, pour qu'ils se dotent aussi de puissance de calcul pour faire tourner certains cas d'usage et pas tous. Et l'enjeu, ça sera ensuite de mailler, d'avoir une architecture distribuée qui va permettre de connecter tout ça. Très bien, alors on continue un petit peu la boucle. On a le besoin, on a créé les données sont allées dans les laboratoires de recherche auprès des partenaires, parfois des industriels aussi qui veulent créer de nouvelles solutions. On a utilisé des clusters et puis on en arrive à la preuve de concept et puis finalement une solution qui marche peut-être bien, qu'on a envie d'emmener au chevet du patient. Alors, donc ça veut dire qu'il faut l'emmener sur le marché et ça veut dire qu'il faut le faire sortir. Alors c'est vrai que j'aime bien comparer l'image de la société qui sort du laboratoire et puis qui va finalement sur le marché à celui de la tortue qui va pondre ses œufs en haut de la dune et puis toutes les œufs vont éclore et les petites tortues vont aller vers la mer. Et là, il y a tous les dangers possibles pour que ces petites tortues se fassent attraper par les goélands au passage. Donc comment est-ce qu'on sécurise ce passage et là, je me tourne vers Franck là-dessus. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les solutions qui sortent soient robustes et qu'on n'ait pas un taux de mortalité, entre guillemets, de toutes ces preuves de concept très intéressantes qu'on a boostées avec ces programmes de start-up, la Startup Nation. Comment est-ce qu'on fait pour transformer l'essai finalement ? Vaste sujet. En tout cas, pour rejoindre le propos de Julien, le coup d'après de France 2030, c'est de régler ça. C'est effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes parti du besoin. Normalement, on devrait considérer que le besoin, c'est la prise en charge. Et en fait, on voit qu'il est au début. Et donc, en fait, on a cette difficulté de lien qui existe entre le techno-push et l'attraction par le système de santé et les systèmes de santé en général et le payeur, quel qu'il soit. Donc ça, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas complètement résolu le sujet. On se rend compte, et on le vit tous, sur le fait qu'on est en train d'accumuler un certain nombre d'innovations, on est en train d'accumuler un certain nombre de données, et pour autant, le lien direct avec les politiques publiques en termes de choix, d'orientation, d'organisation, la T2A, la modification du parcours en fonction, là on le voit bien, on en discutait sur le fait que toutes ces solutions que vous êtes en train d'implémenter dans la chirurgie, elles vont changer complètement le métier. C'est-à-dire que l'acte en lui-même, finalement, il ne va pas être la partie, on va dire, très majoritaire de votre activité. Il va y avoir tout le péri-opératoire, le pré-opératoire, ce qu'on a dit aussi sur le suivi, l'optimisation, etc. Et tout ça, aujourd'hui, ça n'est pas pensé dans le système de santé. Et moi, je trouve qu'on a, en tout cas, l'étape d'après de France 2030, c'est ce qu'on espère tous, c'est-à-dire d'arriver à faire cette connexion entre la connaissance locale et la déclinabilité dans un système de santé avec des modalités de prise en charge qui peut-être seront au cas par cas, dimensionnées au cas par cas. Mais quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là. Après, il y a des choses qui se sont mises sur le territoire. Julien le mentionnait, je pense aux tiers-lieux d'expérimentation. Moi, je rêvais que les tiers-lieux d'expérimentation aillent au-delà de ce qu'ils sont capables de fournir aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont capables de fournir de l'accompagnement, du réglementaire, du médico-économique, de la démonstration de valeur, etc. En revanche, de pouvoir les connecter directement avec le régulateur, l'évaluateur et le payeur, et d'en faire finalement des relais régionaux, des relais locaux qui peuvent effectivement sur certains parcours commencer à identifier des modèles d'affaires qui seraient compatibles avec les opérateurs que sont les établissements de soins, quels qu'ils soient, publics, privés, etc.
Ça, aujourd'hui, on l'a pas. Et c'est pour moi l'enjeu, et d'ailleurs l'enjeu de confiance, parce qu'on peut toujours considérer que le chirurgien est conflicté parce qu'il va travailler avec un Medtronic, etc. Et que ça crée finalement un défaut de confiance. En revanche, les données, elles sont absolument objectives. Et je pense qu'on avait la possibilité, on l'a encore, de transformer ces tiers-lieux d'expérimentation qui sont complètement ancrés dans le soin pour en faire des outils de démonstration de la valeur directement connectés avec l'évaluateur pour réfléchir à ces modèles. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc on espère qu'on va réussir à le faire et pouvoir le décliner après directement dans des choix de prise en charge, que ce soit par le système de santé, par les systèmes privés, etc. Justement, qu'en pense un délégué d'un pôle de compétitivité qui accompagne les entreprises dans un écosystème comme celui d'Île-de-France ? Non, on pense que c'est bien parce que finalement, Franck le dit très bien, hein, c'est quasiment une nouvelle profession, quoi. Il va y avoir des nouveaux emplois qui vont être créés au bloc opératoire. L'acte opératoire, en fait, en tant que tel, il serait une révolution. On est vraiment sur un changement de paradigme très élevé. Et en général, en fait, on essaie de faire rentrer des carrés dans des ronds ou des ronds dans des carrés en fonction de comment on voit les choses. Mais aujourd'hui, notre système, il n'est pas assez agile en termes de remboursement pour les industriels pour justement accepter là-dessus. Donc, nous, on est très en phase avec ces discussions d'avoir un système un peu décentralisé, un peu plus agile, mais qui garantit quand même ce qu'on attend du régulateur, donc une sécurité pour les patients et des mécanismes de remboursement en tant que tels, qui permettent justement d'accélérer in situ le développement, le déploiement de solutions numériques pour que ça bénéficie en tant que tel aux patients, parce que c'est ça la priorité. Et en tant que pôle, et je pense que c'est pareil pour Franck ou tous les acteurs derrière autour de la table, ça nous frustre quand on pousse des innovations, quand on travaille avec eux pendant des années, pour qu'ils partent aux États-Unis ou autres et qu'ils ne soient pas utilisés pour améliorer la qualité des soins de nos concitoyens. Là, pour le coup, il y a un côté qui dépasse même le champ de compétences du DG que je suis de Medicine. D'accord, et donc ça voudrait dire que c'est un système un peu fast-tracké qui permettrait, via justement un tiers de confiance, qui s'affranchirait des problématiques de conflits d'intérêts au niveau des opérateurs locaux et qui permettrait d'embarquer tous les centres, parce qu'il y a les tiers-lieux, mais il y a aussi d'autres centres qui sont tout aussi capables de faire de l'expérimentation, du crash testing sur des solutions, et de les embarquer pour finalement servir un petit peu de bras armés opérationnels à la HAS, notamment en termes de bonnes pratiques, notamment pour édicter et puis pour faire la preuve surtout, et aller plus vite sur le marquage CE et éviter de prendre systématiquement, comme c'est devenu le cas en chirurgie orthopédique, 2 ans à 3 ans de retard sur la preuve clinique, et de ne plus avoir la préséance qu'on avait il y a une dizaine d'années sur nos confrères américains par rapport à la preuve, alors que même c'est le plus souvent nous qui produisons les nouveaux concepts. Je parle notamment, par exemple, en chirurgie de l'épaule, on a une prothèse inversée. C'est une prothèse qui a été inventée en France par un chirurgien dijonnais et qui, aujourd'hui, est largement menée par les chirurgiens et l'industrie américaine. Et je passe tous ces exemples-là. Donc là-dessus, est-ce que tout de même, Paul, et peut-être on va finir là-dessus, on a des dynamiques positives, j'aime pas le mot d'optimiste parce que c'est plutôt statique comme terme, mais plutôt des bonnes dynamiques et des exemples qui pourraient nous montrer un peu la lumière? Ah oui, carrément. Je pense qu'on voit le Made in Tech, les autres salons qu'il peut y avoir, le foisonnement qu'il y a entre les acteurs. Je pense qu'il y a une vraie évolution où il y a de plus en plus de collaboration et surtout il y a une perception que chacun doit venir contribuer les uns avec les autres. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Pour revenir à ce que vous disiez aussi sur la partie de comment accompagner les industriels vers un meilleur remboursement, le pendant, c'est comment on trouve un modèle économique total qui est viable. Et je pense que là, justement, les données ont un vrai rôle à jouer, et pas seulement les données de l'EDS qui sont importantes, mais aussi toutes les données autour de l'hôpital. Comment on arrive à démontrer que grâce aux données, que finalement, il y a des économies de coûts, qu'il y a un accompagnement dans les transformations du métier de l'hôpital, qu'il y a un meilleur service rendu à la fin. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque aussi cette vision globale, et je pense que c'est une vision qui doit être dans laquelle chaque partenaire doit contribuer et qui doit venir aider la prise de décision et l'accélération, les fast tracks qu'on a évoqués, parce que l'hôpital ne fera jamais d'argent, c'est pas le but. Mais comment on arrive à démontrer que grâce aux données, grâce aux fast tracks qu'on aura choisis, grâce à la capacité de mettre sur le marché plus rapidement et de mieux les rembourser, ça va mieux soigner, mais ça va améliorer le fonctionnement de l'hôpital. Et voilà, les discussions, il y a des CHU extrêmement dynamiques comme le CHU de Nice, le CHU de Montpellier et bien d'autres. Je pense que c'est plus qu'encourageant. Je pense que
l'écosystème est en train de se transformer. Maintenant, comment il va se transformer, je pense que on est représentant autour de la table de la capacité à le faire. Très bien, donc on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de solution seule ou isolée, qu'il ne peut y avoir que des investissements communs mutualisés au sein d'un écosystème autour d'infrastructures technologiques qui coûtent cher. Tout à l'heure, on parlait des plateformes d'impression 3D, ça coûte cher, il faut se mettre à plusieurs autour de la table pour pouvoir s'approprier la technologie. On parle des entrepôts de données de santé, on a eu un exemple, moi-même je suis directeur d'entrepôt de données de santé PACA, de structurer avec la PHM, le CHU de Nice, l'Enval, la Cassagne, le Centre de lutte contre le cancer, l'IPC et les universités aussi ces questions-là. Et puis évidemment de rendre ce modèle reproductible, et c'est aussi ce que tu disais avec l'initiative Montpellier-Rennes autour aussi des clusters qui peuvent nous aider, mais on comprend surtout aussi que cette démarche elle doit être globale et sociale, qui doit emmener tous les métiers ensemble, et c'est une démarche aussi sociétale, de changement de mentalité, de changement de façon de travailler, de changement de métier, puisque même celui de chirurgien, et je vois beaucoup de mes confrères aussi s'orienter des fois partiellement ou exclusivement vers des activités plus industrielles. J'en ai recroisé un tout à l'heure dans le couloir tout à l'heure. Et puis peut-être que la dimension européenne sera la seule solution, on va dire, en termes d'investissement massif pour rentrer et être un big player dans le monde actuel que nous connaissons, qui est tout sauf stable, pour pouvoir, avec ces solutions numériques en santé, servir au mieux nos patients. Voilà, je vous remercie de votre participation et je remercie évidemment tous les intervenants qui ont été autour de la table. Merci à vous.